je suis Bertrand Clapet, j'aurai la chance d'arrondir les angles pendant cette table ronde. Table ronde qui porte sur la question... Bonjour monsieur. Sur la question des Celtiques d'aujourd'hui. Alors justement, Celtiques d'aujourd'hui, on va peut-être s'intéresser aussi à ce qu'étaient les Celtiques hier, poser la question de la définition, c'est quoi le Celtique? Est-ce que c'est d'abord linguistique, culturel, politique, géographique, linguistique, ethnique? Pour essayer de répondre à toutes ces questions, on a trois invités de marque. Torteken, conteur des légendes bretonnes et flamandes. Fabien Régnier, responsable de la publication Keltia et des éditions du Némuton, du Somptuaire. Et enfin, Romain Pichon, président de l'association culturelle larageoise Dolrock, bon, je peux me tromper, je suis désolé, qui organise la Trépassat, mais qui organise aussi la fête de la sorcière et qui est moteur de différents événements autour du milieu scolaire, des interventions à visée culturelle auprès de jeunes publics et du public plus âgés. Voilà, première question, messieurs, qui va poser sur la... se mettre d'accord sur les termes. D'abord, c'est bien dire celtique, mais c'est quoi pour vous le celtisme? Une culture, une langue, un territoire, un patrimoine, est-ce que c'est tout ça à la fois? La balle est dans votre camp, messieurs. Position à prendre en premier. Alors, les Celtes se définissent d'abord comme une culture, mais aussi, de manière plus contemporaine, comme un héritage par rapport au fait que l'archéologie et un certain nombre de sciences contemporaines ont permis de découvrir, et ne cessent de le faire jour après jour, puisqu'il y a quand même plus de 500 découvertes par an qui sont faites uniquement sur le territoire français, mais c'est de l'ordre de 1500 au niveau européen, chaque année sur les Celtes. Parce que les Celtes, finalement, sont le socle sur lequel les autres civilisations, les autres régimes, pour parler du régime impérial romain, et puis ensuite les autres religions comme le christianisme, sont venus se greffer. Mais le substrat celtique est demeuré en permanence à travers non seulement les contes, les légendes, les traditions qui sont devenues le refuge finalement de l'ancienne religion lorsqu'elle a commencé à être persécutée d'abord sous l'Empire romain puis à l'époque chrétienne. Et donc le clergé, enfin, si tant est que c'était un clergé, ceux qu'on appelle les druides, qui était le ciment cultuel, le ciment religieux de cette très vaste culture qui s'étendait sur 27 pays d'Europe. Donc après qu'ils aient commencé à être persécutés et éliminés, c'est dans le folklore populaire, c'est dans les traditions populaires que leur enseignement, ou tout au moins ce qui servait d'enseignement, s'est conservé. Pas forcément de manière comprise ou analysée, puisque tous les référents religieux avaient été remplacés par des référents chrétiens, mais à travers donc des contes et toute une tradition populaire qui s'est maintenue, on appelait ça le veillé, comme vous le savez bien, jusqu'à une époque récente. Et donc, c'est ce qui a permis de maintenir tout ça. Alors, ce socle, il existe dans quasiment tous les pays qui ont été touchés par la culture et la civilisation celtique. On le retrouve, par exemple, lorsque Perrault, ici, les frères Grimm en Allemagne, etc., ont cherché à exhumer toutes ces traditions populaires pour les rédiger, parce qu'elles étaient orales, évidemment. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles avaient échappé donc à des siècles de persécution, c'est parce qu'elles étaient orales, sinon elles n'auraient pas pu être imprimées. Lorsque donc on est arrivé à un moment historique où des gens comme encore une fois Perrault, les frères Grimm et beaucoup d'autres ont commencé à exhumer tout ça, et bien finalement on s'est rendu compte en les publiant que énormément de ces contes et légendes étaient communs aux différents pays de l'ancienne ère celtique. Et pour cause, puisque donc la population avait été finalement un conservatoire de tout cela. Donc il y a un substrat qui s'est maintenu. La toponymie, donc les noms de nos villes, de nos rivières, de nos reliefs, sont d'origine celtique. C'est une chose qu'on a sous-estimée pendant très longtemps, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de spécialistes dans différentes disciplines qui le prouvent et qui font d'ailleurs des travaux de plus en plus nombreux et de plus en plus intéressants sur cette question. Des éléments linguistiques, il s'en est peu conservé dans la langue puisqu'elle est essentiellement d'origine latine, enfin en grande partie latine, mais c'est pareil, on découvre chaque fois, chaque année, qu'il y a de nouveaux mots
qui peuvent être attribués à la langue gauloise tout aussi bien qu'aux Romains, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de noms qui étaient très voisins, de mots qui étaient très voisins. Donc tout ça forme un ensemble. Cet ensemble, il doit être également confirmé, enfin complété par le fait que non seulement les traditions que j'expliquais ont été maintenues, mais également des éléments musicaux, des éléments du folklore musical, et puis des éléments d'artisanat aussi, qui sont d'origine celtique indéniable. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que finalement, il faut que je passe la parole à mes amis, mais en tout cas, c'est pour dire que simplement, ce socle, il est incontournable, et chaque année, on découvre de plus en plus son importance. Et encore une fois, pas seulement en France, mais dans de très nombreux pays, comme la République tchèque, l'Espagne du Nord, la Grande-Bretagne, etc. Voilà, donc il s'agit d'une culture. Jadis, ce fut une langue parce qu'elle était parlée dans toute cette ère gigantesque du monde celtique. Aujourd'hui, cette langue a été marginalisée, elle s'est accrochée pour survivre là où elle avait le dos à la mer, donc à l'extrême ouest du continent européen. Mais néanmoins, encore une fois, si on inclut la toponymie, il y a beaucoup plus de mots d'origine celtique qu'on le pense généralement. Enfin, bien, merci. Bon, si on commence comme ça ne va pas aller du tout. Parce que sur cette déclaration, je suis obligé de dire que point par point, je suis en parfait accord avec ce que vous avez dit. C'est pas le problème, Tortequel. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire, moi? Justement, la question En suivante. plus, vous avez même ramené les choses sur le terrain du conte, où j'aurais pu éventuellement placer une petite note culturelle. En plus, mais non. Il y a encore beaucoup à dire. Effectivement, tu as placé les mots clés, les mots importants et les notes qu'il fallait. Le mot culture, parce que cette définition du celtisme a pris parfois des couleurs qui se sont un peu éloignées de ça. Le fait que ce soit un socle qui reste présent malgré ce qui a pu se mettre par au-dessus. En fait, la culture celtique a cette curieuse manie de réussir à disparaître sans jamais être effacée. C'est un petit peu comme... en ce moment, j'ai des ronces dans ma haie. Qu'est-ce que je viens de faire avec mes ronces dans ma haie? Eh bien, en fait, j'essaye de m'en débarrasser. Eh bien, je ne pourrai jamais. En fait, une fois que vous avez la racine celtique qui s'est mise dans une culture, elle finit toujours par rejaillir. Elle a vraiment, sur nos sols, sur les territoires où elle s'est implantée, une capacité de résilience tout à fait extraordinaire et qui fait que même des populations qui ont des origines diverses, qui peuvent être issues de mélanges divers, finissent bien, par se reconnaître dans une identité celtique. Même s'ils ne sont pas forcément de langue celtique, quoique comme tu l'as dit, on retrouve énormément de mots dont on ne soupçonnait pas l'origine celtique, même s'ils ne sont pas de culture celtique, même si encore, voilà, eh bien cette celtitude a une tendance naturelle à rejaillir. L'identité celte, c'est multifactoriel. Il y a d'abord l'onomastique, l'histoire, ils sont. Justement, tu rebondis, Tortequel, sur le mot culture et culture orale. Tout à l'heure, Fabien l'a évoqué. La culture orale chez les Celtes, c'est deux figures importantes, le druide et le barde. Et sauf toi, tu incarnes, on parle des Celtiques d'aujourd'hui. Tu es justement une sorte de digne héritier de ces hommes de la parole. Qu'en est-il pour toi, de ton point de vue, par ton travail, par ta passion? Est-ce que la figure du barde se perpétue-t-elle encore aujourd'hui? Certainement oui, mais sous quelle forme? Comment? Est-ce que c'est soutenu? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que c'est difficile de défendre? Voilà. Il y a un éternel retour. Comment dire? Si j'en suis l'héritier, je suis un héritier indirect. Je ne peux pas me prétendre issu d'une longue tradition, d'une filiation de bardes qui remonterait jusqu'aux temps antiques. Non, j'ai appris mon métier, j'ai essayé de le faire de la manière la plus honnête possible, mais j'ai dû faire comme beaucoup de gens qui se sont penchés sur cette culture, suivre des signes, essayer de trouver des gens ayant collecté eux-mêmes
des informations, tenter de percevoir à travers les restes, à travers les éléments de langage, à travers des formes que j'ai pu discerner dans mes contes, quelque chose que je pouvais identifier comme étant cette racine celtique. Et quelque part, à tort ou à raison, j'estime être en mesure de pouvoir présenter une histoire en ayant une vision qui peut au moins entrer dans cette lignée. Ai-je raison? Ai-je tort? Suis-je seul dépositaire d'une vérité du conte celtique? Certainement pas. Mais en tout cas, en fait, ce que je fais, c'est finalement ce que faisaient les celtophiles de l'époque ersatz de Villemarqué de ce moment-là. Eh bien, quand tu as dit que l'on retrouvait des mots au fur et à mesure, eh bien, cette archéologie de la culture, elle se fait dans différents domaines. Et à travers les contes, à travers la musique, à travers les chansons, il faut encore aujourd'hui essayer de retrouver et de vivre cette culture pour qu'elle existe encore et qu'on puisse la transmettre après soi. Retrouver la racine, la déployer comme on le peut et espérer laisser quelques graines dans le vent. Il y a un troisième homme à cette table qui a apparemment suivi les signes, c'est Romain Pichon qui a à la tête de Dolrop. Pour le public, vous ne savez pas, c'est la 6e édition de Datrébastia. Donc Romain, justement, toi qui fais partie des Celtiques d'aujourd'hui, explique-nous après pourquoi avoir choisi maintenant, pourquoi c'est en 2020, on a les envolées celtiques, pourquoi c'était pas la première année, parce qu'on a quand même eu, chaque édition avait sa couleur, sa musique, sa tonalité, son univers de légende, en particulier le steampunk, le vampirisme, la mythologie. Vas-y, pourquoi les Celtes en 2020? Parce qu'il faut du temps pour expliquer les Celtes, si on veut bien le faire. Fabien pourra en témoigner, c'est un travail de longue haleine finalement de réussir à travailler sur ce sujet-là et surtout à en faire comprendre les contours, je ne vais pas dire de bonne manière, mais en tout cas de manière la plus éclairée possible. C'est un sujet qui est complexe, particulièrement riche, qui est l'une de nos majeures origines. Nous avons toutes et tous beaucoup d'origines différentes, mais le fondement peut-être philosophique de notre société, les premiers signes d'administration, les premiers signes de structuration territoriale, les premiers signes peut-être de coopération, peut-être extra-régionale. On sait qu'on avait des coopérations du temps mégalithique très étroites qui permettaient de construire des choses qui sont complètement incroyables pour l'époque où ça a été construit, les mégalithes, mais on sait aussi que du fait quelques temps plus tard, quelques siècles plus tard, ces coopérations sont devenues aussi un peu plus extra-régionales. Les réseaux se sont structurés. Les villes, les endroits, les forêts ont été nommés, ont été baptisés. Peut-être d'ailleurs en respect avec des noms qu'elles portaient déjà antérieurement. Mais en tout cas, la société s'est construite. Peut-être est-on à ce moment-là devenu civilisation. Ça laisse des traces, vous l'avez dit tous les deux. Ces traces ont eu tendance soit à s'effacer, soit à être effacées. Il faut aussi mesurer l'impact finalement de l'histoire sur cette civilisation celtique. Des gens ont travaillé très fort pour tenter de l'effacer. Tortecan a rappelé à juste titre que finalement il n'avait pas réellement réussi, parce que sinon on n'aurait pas une 6e édition du festival sur cette thématique-là. Mais ça arrive au bout de 6 éditions, pour 2 raisons différentes. Parce qu'effectivement, il nous fallait le temps de pouvoir créer des conditions favorables à la pleine et bonne explication de ce contexte-là. Moi, si j'invitais des archéologues à la première édition du festival Datrébastia, ça aurait peut-être pu sembler hors sujet. C'est très cohérent sur une 6e édition. Et puis aussi parce que Fabien a parlé d'héritage, l'équipe, l'association, se situe très clairement, de manière très assumée, dans un héritage de cette philosophie-là, de cette culture-là, de cette vision-là, finalement, des choses. Et nous croyons, du fait, au symbole du cycle. Et entre 2015 et 2020, nous nous sommes dit que là était un premier cycle, et que pour le boucler, afin de permettre l'émergence d'un nouveau cycle, il nous semblait assez logique et pertinent, finalement, de travailler sur le sens du cycle
et de la civilisation peut-être qui en est la plus représentative, la civilisation celte, alors que bien évidemment, il y a un petit indice qui nous laisse penser que tout ça a été un peu prévu en amont, c'est le nom du festival. Le nom du festival, Atrébatia, est un hommage absolument évident et transparent aux Atrébates, qui sont la tribu celte qui vivait globalement à l'échelle de l'Artois avant la guerre des Gaules. Bon. Toute cette mécanique-là, finalement, nous permet progressivement, parce que le festival gagne en légitimité, parce que nous avons aussi appris les uns et les autres à se connaître, à se donner rendez-vous d'une année sur l'autre, à pouvoir aujourd'hui parler, à mon sens, de la bonne manière du sujet, avec des personnes qui sont compétentes pour le faire, qu'ils soient militants associatifs de longue date, conteurs et ménestrels professionnels agissant en conscience, archéologues ou universitaires. Au jour d'aujourd'hui, le programme du festival, pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur, est celui-ci. On n'aurait pas pu le faire à l'époque, on a pu le faire aujourd'hui, c'était un peu le sens de la démarche. Très bien. Merci Baudelaire pour cette première partie, cette présentation, ce tableau, d'avoir posé ce tableau sur le monde celtique d'hier et d'aujourd'hui. J'ai entendu effectivement scientifique, didactique, j'ai entendu troubadour, j'ai entendu beaucoup de choses, mais maintenant que ça intéresse, d'un point de vue public, là, on va mettre un peu les mains dans le cambouis, on a eu une approche historique et littéraire. Donc je vais vous faire poser deux questions en une seule. Est-ce que vous croyez en la présence d'une vérité historique, vous, au sein de la geste arthurienne, de la matière arthurienne? Vaste question, débattue depuis bien longtemps. Et en même temps, plus largement, on parle souvent de lieux chargés d'histoire. Est-ce qu'on peut parler de lieux chargés de légendaire, de symbolique forte? Plus que non, c'est peut-être plus dans l'esprit de l'inconscient collectif que dans les faits. Mais est-ce que c'est constitutif de l'identité celtique, justement? Je vais peut-être me permettre de prendre la main parce que je vais laisser parler les personnes qui, à mon sens, me semblent les plus indiquées pour répondre. Mais sur la première partie de la question, finalement, le contenu historique de la geste arthurienne, de la matière de Bretagne en général, on peut partir du principe qui est aujourd'hui à peu près acquis que dans toute légende, il existe un fond de vérité. Bon. On sait que archéologiquement, on a un certain nombre de choses qui nous disent que l'invasion saxonne de la Grande-Bretagne s'est arrêtée de manière assez franchement sur une ligne assez définie. On sait que quelques textes un peu obscurs du Haut Moyen-Âge nous parlent de généraux ou d'hommes charismatiques qui peuvent d'ailleurs en être plusieurs à l'échelle de l'histoire, qui auraient pu avoir un rôle un peu symbolique et avoir un peu transformé leur existence en légende finalement par l'œuvre du temps. On sait aussi que les rois, pour le coup anglais, ont beaucoup finalement utilisé la figure d'Arthur pour légitimer leur propre filiation et peut-être essayer de légitimer leur pouvoir au moment où celui-là était un peu en dents de scie. Bon, le vrai du faux dans tout ça, difficile à dire. Peut-être qu'un jour une découverte archéologique majeure nous renseignera, peut-être pas, parce que finalement la légende arthurienne, ce sont des couches, des couches, des couches et des couches les unes sur les autres. Ce sont des traductions, puis des adaptations, puis des réécritures finalement à l'aune de certaines civilisations, cultures. Claude Inglo nous rappelait ce matin qu'il existe de la matière arthurienne en Espagne, qu'il existe de la matière arthurienne rédigée, non pas traduite, mais rédigée en hébreu. Bon, ça tient, allez, on va dire ça, probablement d'une forme de réalité historique. Le roi Arthur a peut-être été d'ailleurs plusieurs personnes, un Duxbert le romain, un grand chef de tribu celte, un roitelet du Haut Moyen-Âge. Bon, on ne le sait pas forcément, mais moi j'aime à croire que dans toute part de légende réside une part de vérité. Du reste, sur les lieux chargés de légendaires, ça fait appel à notre subjectivité profonde, mais il me semble intéressant que quand la subjectivité est partagée entre certaines personnes qui, se rendant sur un même endroit, ont des ressentis qui sont un peu similaires, sans finalement en avoir parlé les uns avec les autres, et que cela apparaît comme finalement une évidence dans le cadre d'une discussion en mode
Ah ouais, toi aussi, tu as ressenti que c'était quand même un peu particulier à cet endroit-là. Bon, est-ce que c'est subjectif? Est-ce que c'est réel? Est-ce que les Némétons et les Médiolanum des Celtes étaient du pur hasard? J'aime à croire que non, j'ai aucune possibilité d'assurer que oui. Il y a des travaux maintenant Il y a des travaux qui commencent par contre à l'identifier un peu. corroborent tout ça. Ouais. Alors, je vais prendre la parole avant que le monsieur qui est à ma droite dise des trucs avec lesquels je vais encore être d'accord, et lui laisser le soin d'annoter, paraphrer, contredire ou préciser les choses. En tout cas, la légende arthurienne, bon, quand vous leur posez la question à un conteur, qui est un menteur professionnel, oui, mon travail c'est de mentir aux gens. Je raconte des histoires, c'est établi de base, voilà, je ne dis pas la vérité. Sauf qu'un vrai conteur, et c'est là où on va rejoindre le travail du barde, doit essayer de faire passer quelque chose, un grain de sagesse, à travers son histoire. C'est ce qui va donner à son histoire une force, une valeur. Et c'est cette valeur qui restera dans la tête des gens, pas les formes, pas les envolées, pas le sucre glace dont je me sers pour décorer mon histoire avant de la livrer à mes auditeurs. Non, ce qui fait le consistant, c'est ce petit grain de sagesse, cette vérité-là. Une vérité historique à travers la légende arthurienne, oui, certainement. C'est en tout cas ce vers quoi nous envoie maintenant l'étude de l'histoire. Il y a eu quelque chose. Quoi? Très difficile à dire. En fait, l'une des racines profondes de cette histoire, ce sont des récits de réfugiés. Il y a eu effectivement une période de résistance à l'invasion saxonne, à un moment un peu flou où il s'est passé quelque chose, en tout cas on le croit, une période de 50 à 80 ans durant laquelle l'invasion saxonne s'arrête, et puis elle reprend, et là les Romano-Bretons sont balayés jusqu'au Pays de Galles. Les gens qui vivent dans le sud de la Grande-Bretagne vont soit s'adapter à l'invasion saxonne et s'intégrer, soit fuir. Ils vont fuir vers le Pays de Galles et ils vont fuir, en fait, ils vont envahir en masse un autre pays. Car s'il y a bien une grande invasion en Bretagne, c'est celle des Bretons. Oui, la Bretagne armoricaine a été à un moment colonisée par les Bretons. Je trouve ça très très drôle. Quoi qu'il en soit, ces réfugiés vont emmener avec eux un fond culturel, un fond historique, et puis des récits de personnes qui auront vu des événements, qui auront entendu des événements, et qui vont les répéter, et les répéter, et les répéter encore à des gens qui ne les ont pas vécus, et c'est à partir de ce moment-là où la netteté du détail historique disparaît pour laisser place à la substantifique moelle de la légende. Là, on ne va plus conserver le fait historique, on va conserver des vérités humaines. Des hommes se sont dressés contre un envahisseur en très grand nombre. Des hommes représentant une civilisation vont se dresser face à une violence, à une barbarie. Et quelque part, du point de vue d'un romano-breton qui a quand même eu accès à la fois à sa culture celte et à la culture romaine, qui avait ses petits côtés sympathiques aussi, l'arrivée des Saxons a dû être un sacré choc pour eux. Et dans cet héroïsme, dans cet esprit de résistance, l'on va dégager des personnages qui n'auront plus rien à voir avec leur réalité historique. Arthur est-il seulement un nom? C'est peut-être finalement un titre. Si vous prenez Vercingétorix par exemple, ce n'était pas son nom, c'était un titre, c'était un nom de guerre, dirons-nous. Brennus, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Brennus. Alors selon la version que vous avez, c'est soit le type qui a conquis Rome, enfin qui a attaqué Rome, soit le type qui a conquis Delphes en Grèce. Sauf quand c'est le même nom, mais ce n'est pas le même personnage. Ce sont deux personnages historiques qui ont peut-être porté le même titre. Alors Arthur
avec ce nom inspiré de l'ours et avec tout ce qui va autour de cela. Était-ce le nom d'une personne ou un titre qu'il a porté? On ne le sait pas. Mais quelque part, ce qui est important, c'est ce personnage, l'idéal qu'il a incarné, ces chevaliers qui n'étaient pas des hommes parfaits, mais qui tous ont développé se sont transcendés dans la quête du Graal, n'étaient peut-être pas des personnages historiques, mais ils nous parlent de vérités humaines, intemporelles, et qui existent encore aujourd'hui. Donc la légende arthurienne n'est qu'une histoire, mais n'allez pas partir du principe que ce n'en est pas vrai pour autant. Pour aller dans le même sens, en 2004, là, je vous avais dit. En 2004, sur la forteresse, l'antique forteresse de Tintagel, en Cornouailles-Britannique, des travaux, en permanence des travaux de recherche archéologique qui sont effectués parce que Tintagel est un peuplement ancien avec plusieurs niveaux de structure. Dans un bâtiment qui n'avait jamais été fouillé préalablement, en 2004, on est tombé sur un tesson de tuiles sur laquelle se trouvait gravé le nom d'Artonou. Artonou, c'est intéressant parce qu'Artonou, c'est la version brito-romaine du celtique Arthos, donc, qui était le nom celte d'Arthur, qui voulait dire l'ours, et du latin Arturus. Donc on est vraiment sur exactement cette période intermédiaire, cette période charnière, où le monde celte et le monde du conquérant romain se sont trouvés fusionnés, bien que avec le départ des légions romaines, les éléments celtiques aient repris le dessus ensuite, avant d'être à nouveau anéantis, mais cette fois-ci par les Saxons, comme notre ami l'expliquait très bien. Donc on a là un élément archéologique probant, qui correspond d'ailleurs au niveau archéologique précis de la fin du 5e siècle et du tout début du 6e, donc la période charnière à laquelle justement on situe généralement l'épopée arthurienne et qui correspond à ce contexte, sus évoqué, de la conquête saxonne qui à un moment donné avec la bataille de Ballon est stoppée net, et les Saxons connaissent un certain repli, un certain recul pendant une ou deux générations. Et par la suite, avec probablement la mort du personnage historique qui avait rassemblé les tribus celtes pour cette résistance, les Saxons vont reprendre leur progression. Bon. Et donc ça va effectivement donner le repli des éléments celtes qui voulaient ne pas être dominés, leur repli tant au Pays de Galles que dans la Bretagne armoricaine, enfin dans la future Bretagne, donc dans l'Armorique. Et d'ailleurs, il y a un livre de l'archéologue Nora Chadwick qui est très intéressant sur ce plan-là, qui s'intitule, très exactement dans le sens que tu expliquais, la colonisation de l'Armorique. La colonisation par les Bretons, effectivement. Puisque les Bretons, le nom breton vient de Briton, qui était un dérivé de Bretagne, le nom que se donnaient les Celtes de l'île de Bretagne, puisqu'à l'époque la Bretagne n'était que l'île de Bretagne, et dont on a fait plus tard la Grande-Bretagne pour la distinguer de la Petite Bretagne qui est la nôtre. Voilà. Mais donc les noms se retrouvent à l'identique. Alors, donc la réalité historique de ce personnage paraît de plus en plus évidente. Il y a en Grande-Bretagne une structure d'État qui s'appelle English Heritage, qui rassemble l'ensemble des travaux archéologiques et philologiques qui peuvent se faire dans tout le Royaume-Uni. Et précisément, la fameuse tuile en question, le fameux tesson, il est là, il a été travaillé, il a été utilisé. Et curieusement, de ce côté-ci de la Manche, on n'en parle pratiquement jamais. C'est assez curieux, mais alors qu'en Grande-Bretagne, c'est très connu cette histoire-là. Et ça tend à se développer, il y a de plus en plus de recherches et de travaux sur ce plan-là. Par ailleurs, on a des survivances. La bannière d'Arthur était réputée comme étant celle au dragon rouge. Le dragon rouge est d'ailleurs ce qui a survécu dans la tradition galloise, puisque c'est le drapeau du Pays de Galles actuel qui a été repris au XIXe siècle pour renouveler, pour continuer finalement cette vieille tradition. Et dans la tradition celtique, le dragon rouge représente les Celtes. Parce que la tradition celtique n'était pas écrite, mais orale, comme on l'avait déjà dit. Et donc, dans leur tradition, les bardes
évoquait les peuples celtes comme le dragon rouge. Le dragon blanc, c'était les ennemis des Celtes, c'était ceux qui les combattaient. Et le fameux combat qu'il y a d'ailleurs dans la légende arthurienne, le fameux combat entre le dragon rouge et le dragon blanc, ben c'est bel et bien ça. C'est bel et bien cette histoire, mais qui est très antérieure à la christianisation, très antérieure à la romanisation, qui remonte à l'époque des druides, et qui ne peut s'expliquer que dans le contexte de la religion druidique. Dans le christianisme, ça ne veut rien dire. Dans le christianisme, la notion de dragon est inexistante. Le christianisme est une religion qui vient du Moyen-Orient, et la notion de dragon, rouge, blanc, peu importe, n'existe pas. Donc c'est un emprunt qui a été fait à une tradition celtique beaucoup plus ancienne, qui a survécu à travers cela. D'ailleurs, on ne peut parler d'imaginaire ou de légendaire en matière arthurienne qu'à partir du moment où la christianisation commence. Parce que la christianisation avec Geoffroy de Monmouth va s'emparer de ce vieux thème qui était toujours véhiculé par les bardes. Au XIe siècle, les bardes gallois l'enseignaient toujours, mais de manière orale. Et c'est à partir de Geoffroy de Monmouth, qui lui-même était un chrétien, mais qui avait connu les traditions bardiques, qu'on va commencer à transcrire tous ces thèmes qui étaient jusqu'alors, qui étaient enseignés oralement. Et à partir de ce moment-là, ce thème va connaître, à travers la littérature médiévale, va connaître une expansion considérable, probablement d'ailleurs pas pour rien, c'est pas un hasard, le hasard n'existe pas dans ce genre de choses, c'est probablement parce que ça répondait aussi à quelque chose qui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, était au plus profond des cultures qui avaient été dominées par d'autres, comme les Romains et plus tard les chrétiens, mais au fond, le substrat restait là. Et donc, cette littérature médiévale, cette littérature arthurienne, d'emprunt en emprunt, d'ajout en ajout, tout ça dans un contexte ecclésiastique, puisque l'Église avait le monopole de l'imprimatur, donc il ne faut pas l'oublier, va de plus en plus s'éloigner du modèle originel, donc de la tradition d'origine, pour se voir ajouter des emprunts chrétiens qui peu à peu vont déformer complètement et rendre pratiquement incompréhensible ce qui était à l'origine tout à fait cohérent. Alors pour prendre un exemple, Excalibur, alors ça vient de l'Hercalut, qui a été indiqué comme un mot hébreu. Rien d'hébreu, c'est une vieille terminologie qui existait dans le monde celtique, en langue celtique. Et puis vous avez beaucoup de choses comme ça qui vont être rajoutées ensuite. Et on imagine Arthur traversant la Manche, pénétrant avec ses armées jusqu'en Sicile pour chasser les morts. Conquérant Rome. Oui, exactement. C'est absurde. Et évidemment, là, on est véritablement dans le domaine de la fantasmagorie qui s'éloigne de plus en plus de l'origine arthurienne. Mais ne perdons pas de vue pour autant qu'il y a deux étapes dans le contexte arthurien. Une étape originelle, un stade originel qui correspond véritablement à la fois à des thèmes druidiques, mais aussi à une réalité historique. Et puis ensuite, un éloignement progressif, au fur et à mesure que le thème se répand dans la littérature médiévale, il s'éloigne de plus en plus de ce qui était sa première étape. On peut parler de récupération idéologique. Absolument. Tout à fait. Par exemple, au départ, c'est qu'un simple plat. Absolument, c'en est une. C'est une récupération idéologique, indéniablement, mais qui correspond au contexte médiéval. Alors, on va penser, un tempus fugit, comme dirait l'autre. Pour de latin surtout, je disais. Après avoir croisé Rome, Tintagel, Delphes et j'en passe, on va revenir en France. Et là, j'aimerais que. Alors là, Fabien, par la revue Keltia, que vous ne connaissez peut-être pas, si vous avez l'occasion de pouvoir en parler, et ainsi que ses confrères, est-ce que vous pouvez nous brosser un tableau rapide, s'il vous plaît, messieurs, des initiatives faites en France en matière de renaissance celtique? Forcément, il y a la Bretagne, il y a la Trébassia, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres événements, d'autres choses à dire? Oui, alors la Renaissance celtique est partie de pas grand-chose, parce que, en fait, on a évoqué ce substrat, on a évoqué ces traditions, mais qui n'étaient pas toujours comprises, qui étaient vécues sans être analysées ou encadrées d'un point de vue historique ou philologique, mais elles existaient quand même, mais néanmoins, c'est vrai que pendant fort longtemps, ce qui servait de référence, c'était ce qu'on appelait les lettres classiques, qui étaient d'inspiration latine. Et on ne s'occupait guère des Celtes, on avait même été jusqu'à oublier le nom, tout au moins de ce côté-ci de la Manche.
dans ce qui était la Celtique continentale, on ne parle plus de Celtes du tout. Regardez les textes historiques des siècles précédents et vous verrez pratiquement jamais le terme de Celte cité. Alors on parlait des Gaulois, mais ça c'était encore une fois, c'était en référence aux lettres classiques, puisque César, évidemment, dans ses commentaires de la guerre des Gaules, avait parlé des Gaulois, et donc c'était en fonction de ça qu'on en parlait, essentiellement. C'était la source principale. Il y en avait d'autres, mais c'était la principale. Alors les Celtes, évidemment, c'était quelque chose qui était très oublié, très enterré. Et de ce point de vue, on peut dire que les différents conquérants qui avaient voulu, d'ailleurs, éliminer tout ce qui était antérieur à eux, semblaient avoir réussi. Mais, comme tu le disais, effectivement, la culture celtique a ceci de spécifique que lorsqu'on la croit définitivement morte et enterrée, elle renaît toujours. Elle est là, en fait, parce que c'est la braise qui couvre, et puis comme le phénix, elle renaît de ses cendres. Donc, elle est toujours là. Alors, la Renaissance celtique a été quelque chose de très progressif. Le premier qui en ait véritablement parlé, qui a formulé ça sous l'appellation de Renaissance celtique, c'est un certain Pierre Lance. Pierre Lance qui écrivait ça à la fin des années 60 et qui a même créé un petit bulletin qui s'appelait Renaissance celtique. Et Pierre Lance, évidemment, prêchait dans le vide, parce que ça n'intéressait personne à l'époque, et les celtisans se comptaient presque sur les doigts de la main en France. Alors, Pierre Lance a semé une graine qui a germé et donc de plus en plus de gens se sont penchés sur ces questions et avec les progrès d'un certain nombre de sciences, j'ai évoqué l'archéologie tout à l'heure, elle est indéniablement, probablement la plus importante des sciences qui a apporté quelque chose puisque la mémoire de nos Celtes, de nos fameux Celtes qui avaient été détruites en surface, avait été conservée sous la terre grâce à tout ce qui restait, et c'est l'archéologie qui a permis de mettre tout cela au jour et de continuer à le faire. Et dans une deuxième phase, les archéologues qui au départ ne s'occupaient que de l'analyse matérielle des objets ont dépassé ce stade pour, depuis seulement une douzaine d'années, commencer à essayer de trouver, de comprendre les messages cachés qui nous ont été transmis par des gens qui vivaient il y a 2000 ans et dont il ne restait apparemment plus rien. Ces messages cachés se trouvant en l'absence d'écriture dans toute une symbolique qui ne pouvait pas être comprise autrefois, mais qui aujourd'hui est comprise et analysée. Et on découvre un véritable boulevard qui s'ouvre devant nous avec des choses merveilleuses, des choses extraordinaires, qu'on ne soupçonnait même pas il y a une quinzaine d'années. Et donc aujourd'hui, on avance à pas de géant. Alors cette renaissance celtique, cette renaissance culturelle, cette renaissance, on peut dire même spirituelle, elle a accompagné ces découvertes, elle a accompagné toute cette explosion scientifique qui s'est produite. Et alors il y a d'autres sciences qui sont venues se greffer là-dessus en dehors de l'archéologie. Il y a la philologie qui est importante, la toponymie. La toponymie a fait des progrès gigantesques. Aujourd'hui, on est à 300 000 toponymes en France d'origine celtique. Chose qu'on ne soupçonnait absolument pas il y a une génération. Et donc puis, c'est la source de l'étude des noms. l'étude des noms, du sens des noms. Voilà. Et alors, on a d'autres sciences qui se sont développées. Alors, la linguistique, par exemple, la langue gauloise. Et les linguistes français avaient décrété souverainement qu'il n'y avait aucun reste de langue gauloise. Bon, il se trouve que depuis 30 ans, on découvre sans arrêt des écrits en langue gauloise, des écrits tardifs, mais qui sont en langue gauloise, comme le Plomb du Larzac et beaucoup d'autres, et que des linguistes se sont penchés là-dessus. Aujourd'hui, le gaulois est une langue qu'on pourrait presque ressusciter, puisqu'on connaît sa grammaire, sa syntaxe, on connaît tout maintenant. Donc on a un vocabulaire de 6000 mots, enfin, bon, donc ça n'a plus rien à voir avec cette langue qui paraissait totalement inconnue il y a encore quelques décennies. Et puis, il y a des sciences tout à fait nouvelles qui sont apparues également, comme l'archéoastronomie. Alors, l'archéoastronomie, c'est quelque chose qui fait appel à l'informatique. Donc là encore, ça ne pouvait pas exister avant que l'informatique se développe. Et cette archéoastronomie est basée sur aussi bien les découvertes archéologiques que l'astronomie, les progrès de l'astronomie qui ont permis de croiser des disciplines et de découvrir que les Celtes, à défaut de langue écrite, évoluaient dans un contexte
qui permettait à travers des images de remplacer l'écriture. Parce que ces images étaient comprises à l'époque de tout le monde. Prenons un exemple, sans vouloir être trop long. Vous avez dans le sud de la Gaule, dans la région de Toulouse, donc dans le Languedoc, vivaient les Volques tectosages. Donc un des clans, les Tolosa, ont fondé Toulouse, Tolosa. On décrétait jadis sous fondation romaine, pas du tout romaine. Et alors donc, ces Volques avaient une particularité dans leur monnayage, parce que la plupart des grandes tribus frappaient monnaie, des grandes tribus celtes avant la conquête romaine. Et le monnayage Volque, il représente systématiquement, pratiquement une croix avec des boules de chaque côté. Ça vous fait penser peut-être à la croix occitane. Eh bien, c'est la croix occitane qu'on avait décrétée être typiquement chrétienne. En fait, c'était déjà un emblème tribal chez les Celtes du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, voilà. Or, on a découvert chez les Volques en question qu'il y avait d'autres symboles que les boules. Il y avait des haches, il y avait un certain nombre de choses, et il y avait surtout des points. Et ces points, on les a analysés à la lumière de l'archéoastronomie pour découvrir qu'ils représentaient des constellations à certains moments de l'année. Et c'est ainsi qu'à partir de cela, on a pu étendre ces recherches à l'ensemble du monnayage celtique, pas seulement gaulois, celtique au sens large, parce qu'il y avait quand même au niveau européen 250 tribus qui frappaient monnaie. Et donc, on s'est rendu compte qu'on peut expliquer, par exemple, le passage de la comète de Halley de 87 avant Jésus-Christ sur une monnaie du peuple des Rédones de Rennes en Bretagne, et ainsi de suite. On a des événements que l'archéoastronomie seule peut expliquer et qu'on ne pouvait pas comprendre avant. Et ça c'est quelque chose que les contemporains de ces monnaies, eux, comprenaient. Mais nous, on n'était pas capables, il y a encore quelques décennies, d'analyser ces messages. Et il y en a beaucoup d'autres. Je vous parle des monnaies, mais c'est vrai aussi pour des objets plus représentatifs, plus importants. C'est vrai aussi pour les fourreaux d'épée, dont on constate aujourd'hui qu'il y avait un ordre chevaleresque, un ordre militaire chevaleresque, qui existait dans toute l'Europe celtique. On le trouve en Slovaquie, on le trouve en Espagne, on le trouve en Grande-Bretagne, on le trouve ici, bien entendu, on le trouve en Suisse, etc., etc. Cet ordre chevaleresque avait des épées, des fourreaux d'épée particuliers, qui se distinguent par, sur la boutrole, deux griffons dragons, qui étaient probablement, d'après ce qu'on a vu, à la fois rouges et blancs, et ça vous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, et cet ordre chevaleresque était commun à l'ensemble du monde celtique. On a là probablement l'ancêtre du concept de la table ronde, qui évidemment remonte à très loin, et dont on a d'ailleurs en Irlande également des équivalents. Or, sur les fourreaux d'épée, on a également, mais ça on vient seulement de le découvrir il y a 5 ou 6 ans, on a, et ça s'étend de plus en plus cette recherche, toute une symbolique qui est un langage, qui veut dire quelque chose, beaucoup de choses même, du point de vue religieux, qui ne pouvait pas être comprise, qui ne pouvait pas être analysée il y a 10 ans. C'est pour vous montrer l'extraordinaire progrès qu'on peut avoir avec tout cela. Voilà. Si tu me permets, sur cette suite-là, je citerai Alain Le Goff, qui avait cette phrase, pour moi cardinale pour comprendre l'histoire, c'est « toute histoire est contemporaine. Ce que j'en sais et ce que j'en ignore me conditionne au plus actuel. » Absolument. Lorsque je me suis moi-même intéressé à la question, en fait, ceux d'entre vous qui ont assisté à la conférence d'hier et qui en ont entendu parler, savent que j'ai aussi parlé au niveau des druides. Alors c'est un terrain qui est un peu marécageux. En fait, bon, disons les choses, je suis druidisant, mais je suis certainement l'un des représentants les plus mal placés pour vendre le druidisme de toute l'histoire du druidisme moderne. Je suis en fait extrêmement critique par rapport à ce milieu-là, tout en l'aimant. Pourquoi est-ce que je l'aime? Parce que... alors pourquoi est-ce que j'en suis critique? Je vais commencer comme ça. Parce qu'en fait, beaucoup de gens qui se sont lancés dans cette spiritualité-là l'ont fait à partir de connaissances que l'on a eues à des époques données. Pour mémoire, le néo-druidisme va renaître fin 18e... comment 1717. Oui, donc par là. Qui êtes-vous, monsieur, et qu'est-ce que sortez d'ici? Bref, à partir... bon, il y a, les francs-maçons sont un peu de la partie, on va y mettre des textes gallois, on va y mettre beaucoup de choses.
va se créer à partir des connaissances de cette époque-là une idée du celtisme et du druidisme qu'on va développer. Cette idée va se décliner, va s'enraciner et se développer avec le temps. Et moi, quand je suis arrivé jeune homme, j'ai eu sous les yeux des textes qui étaient issus de visions des Celtes et des druides qui étaient très... J'ai encore eu sous les yeux des textes qui parlent des Celtes dressant des pierres levées. Ça n'est pas vrai. C'est encore dans la tête des gens. J'ai encore parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Les Celtes n'ont pas dressé de pierres levées, c'est une civilisation antérieure qui l'a fait. Donc, cette histoire, telle qu'elle était conçue à cette époque-là, a donné un certain nombre de faussetés, d'erreurs, plus ou moins sincères, plus ou moins engluées dans un ésotérisme très très agaçant, en tout cas de mon point de vue, et va donner des enthousiasmes. J'avais cité tout à l'heure Erzat de Villemarquet, grand poète qui va reprendre et remettre au goût du jour des œuvres celtiques, dont il va dire qu'elles sont authentiques et tout, sauf qu'il est assez clair que certains passages ont été très très retravaillés. En fait, il a rempli les trous avec ce qu'il pensait être le plus juste. C'était une reconstruction. Il a fait des erreurs, mais en même temps, il a permis à ces textes de revenir, d'être là, présents, pour que ceux qui, venant après, archéologues du mot et des textes, redégagent le vernis et le mastic qu'ont pu mettre les celtophiles pour que l'on retrouve cette matière celtique originelle. Donc, si vous me parlez des néo-druides, vous verrez que je suis extrêmement critique avec eux, mais en même temps, ils essayent, et peut-être parviennent-ils, à garder vivant une certaine vision du monde qui est aussi un héritage des Celtes. C'est très juste, oui. Merci beaucoup. Là, je sens qu'on a envie de parler. Bah oui, parce que... Mais quand même, Je vais quand même préciser que le concours contre nous, c'est terrible. Tu vas pouvoir parler, rassure-toi. Néanmoins, toutes les questions sur l'interceltisme, je vais devoir aller rapidement, parce qu'on est dans celtique d'aujourd'hui, messieurs. Or, c'est très bien, nous avons parlé... Quand il a un tic sur l'œil gauche, tu t'arrêtes de parler parce que c'est ce moment-là qui va exploser. Je sais, je joue avec le feu là. Mais néanmoins, justement, entre contre-vérité, naïveté joyeuse et sincère, qui ont permis de faire vivre, même parfois sur des fausses idées faussement partagées, néanmoins, le celtisme est une vraie culture qui ressurgit, tel le phénix, vous l'avez dit, mais elle est encore vivante aujourd'hui, celtique d'aujourd'hui. J'aimerais rester sur le aujourd'hui. Or, différents pays sont de nature celtique, et l'actualité politique actuelle est très forte, celtique et politique. Les positions de l'Écosse, par exemple, du Pays de Galles, de l'Irlande du Nord, ont pesé sur le Brexit. On est en train de perdre certains compatriotes culturels. Est-ce qu'ils vont se refermer sur soi et faire altérer cette culture celtique? Parce qu'on aurait dû parler moi j'aurais envisagé de parler de l'Europe et des pays celtes, j'ai trop parlé d'émission. Et où est-ce que justement ça va être l'occasion, si politiquement il y a rupture, culturellement, est-ce qu'il n'y aura pas justement un nouveau ciment toujours qui va se former? Vous voyez donc là me parler des celtes d'aujourd'hui, d'Angleterre, d'Écosse, des Pays de Galles, d'Écosse, d'Irlande, armoricain aussi si vous le souhaitez. La parole est à toi. Tu peux commencer. Disons que je vais essayer de néanmoins répondre à la question précédente tout en répondant à celle-là. Très, très rapidement, effectivement, sur cette dimension plus actuelle, on sait que, par exemple, au moment de l'indépendance de l'Écosse, on sait que quand on parle de l'indépendance du Québec en lien avec les Asturies, on a toujours une sorte de petit bruit de fond interceltique qui se fait entendre aussi, qui, en toute objectivité, n'est probablement pas la raison majeure des velléités d'indépendance territoriale de ces territoires-là, dont il faut quand même rappeler qu'ils ont existé avant d'appartenir à des États plus grands, c'est quand même important de le souligner.
Mais en effet, on peut imaginer que c'est une des raisons qui s'accompagne à d'autres qui sont là beaucoup plus éminemment contemporaines, qui peuvent expliquer ces mouvements-là et en tout cas ces dynamiques de territoire. En parlant de dynamique de territoire, et ça me permet de manière tout à fait concrète de répondre aussi à la question précédente, vous expliquez par exemple que nous, le sens de notre engagement sur Arras, le sens de l'existence d'Atrebatia, le sens de l'annonce aussi dans le cadre de cette 6e édition de l'organisation de fêtes gauloises à Arras qui vont rendre hommage justement à tout ce passé, à toute cette matière celtique qui a existé sur place et que l'on a tendance peut-être un peu à oublier en fait dans les méandres de l'histoire et que nous on souhaite bien modestement essayer de contribuer à faire rappeler, nous souligne aussi quand même finalement la légitimité d'une certaine forme de structuration de territoire qui nous vient clairement de la civilisation celtique. Aujourd'hui, l'Artois, c'est le territoire des Atrébates. Aujourd'hui, la tribu des Parisis a donné la ville de Paris. Enfin, ce sont finalement des organisations, des schèmes territoriaux qui aujourd'hui existent encore. Et de la même manière que peut-être que l'Écosse demain deviendra indépendante, si elle devait devenir indépendante, c'est probablement en raison du fait qu'elle a existé et qu'elle a eu ce terreau commun profondément celtique. Je voudrais simplement peut-être terminer, si on n'a pas l'occasion de redire un petit mot de conclusion, en disant que nous nous situons clairement dans cet héritage dont parlait Fabien. J'ai la chance d'être, n'en prenez pas ombrage, mais le plus jeune et donc le plus novice et le moins expérimenté des intervenants de cette table ronde, mais n'empêche que du point de vue de l'approche druidisante, la raison de l'action, comme de l'approche organisationnelle qui peut être plus représentée par Fabien, la technique de l'action, moi je m'inscris en plein héritage, en pleine inspiration de deux bonhommes comme ceux-là qui aujourd'hui permettent à une nouvelle génération, à de nouvelles associations composées de vingtenaires, de porter un festival qui s'appelle Atrébatien en hommage aux Atrébates, d'organiser des fêtes gauloises et de travailler en coopération avec une association d'évocation historique gauloise qui aujourd'hui fait un travail de fond sur qui étaient les Atrébates, qui étaient les Gaulois, comment on vivait à cette époque et quels en sont finalement nos héritages et de quelle manière peut-on un peu mieux comprendre tout ça pour mieux comprendre et appréhender son propre territoire, ceux qui nous entourent et la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Ah oui, je reformule ma question alors, pour les deux autres. Parce que dans les autres territoires européens, c'était aussi d'autres mouvements de ce retour à l'intercelte, des associations et ces actions culturelles. On sait qu'on a des interceltiques à l'Orient, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres événements forts qui cherchent à recréer, ressouder les cœurs et les peuples? Oui, alors ça rejoint un peu la question que tu posais sur la Renaissance celtique, oui. Parce qu'effectivement, la Renaissance celtique a donné quelque chose de merveilleux. Par exemple, pour moi, c'est un immense plaisir d'être ici, de voir ce festival, parce que il y a 30 ans, ça n'aurait même pas été envisageable. Bon. Et c'est un peu partout comme ça, dans différents terroirs de l'ancienne celtique, l'ancienne Celtia. Il y a des festivals celtiques qui se montent en République tchèque, qui se montent en Slovaquie, qui se montent en Allemagne, en Suisse, partout. Ce qui était là aussi absolument impensable. Moi je me rappelle il y a 15 ans, par exemple en Suisse, j'ai parlé de leurs ancêtres helvètes, etc. Pour Aurak et autres, oh oui, mais bon, et aujourd'hui il y a des festivals, il y a des associations et tout ça. Donc dans toute l'Europe, jusqu'en Bulgarie d'ailleurs, il y a des associations qui travaillent à cette renaissance celtique. Maintenant, évidemment, ce processus de renaissance qui est culturel, forcément se cristallise dans des pays qui ont beaucoup plus qu'ici maintenu leur celticité profonde, comme l'Écosse par exemple, ou les Pays de Galles, se cristallise sous la forme d'une expression politique, chose qui ne peut pas exister sur l'Europe continentale en dehors de la Galice espagnole, qui est un cas à part. Où finalement les autonomistes celtisans sont au pouvoir du gouvernement régional galicien. Ailleurs, donc en Écosse, au Pays de Galles, eh bien, il y a un processus très, très vivant qui est en train de se produire, et la question du vote sur le Brexit a cristallisé finalement cette différence profonde
entre les régions très celtiques encore, très marquées par leur culture celtique, et le reste du Royaume-Uni. Donc effectivement, l'Écosse, qui a raté de peu son référendum sur l'indépendance il y a quelques années, est en train de songer très sérieusement à remettre ça sur le tapis, avec probablement plus de succès qu'à l'époque. Effectivement, et ça c'est un mouvement qu'on sent par exemple au Pays de Galles. Vous avez un parti dont on ne parle jamais ici, c'est le Plaid Cymru, qui est le parti nationaliste gallois, qui représente toutes les aspirations culturelles celtiques du Pays de Galles, et qui également la langue galloise, tout un ensemble de choses. Eh bien, le Plaid Cymru progresse également dans l'électorat gallois, et probablement qu'il fera parler de lui beaucoup plus que maintenant dans quelques années. Donc on a le Sinn Féin irlandais, là, qu'on donnait avant comme quelque chose de très secondaire, et qu'on assimilait uniquement aux combattants de l'IRA. Le Sinn Féin est devenu un parti très respectable, qui est à la porte du pouvoir en Irlande maintenant, et le Sinn Féin, c'est quand même lui qui est à l'origine finalement de tout le mouvement d'indépendance irlandaise. Donc tout ça émerge, tout ça se produit. Je peux vous dire que par exemple aux Esturies espagnoles, il y a la Liga Celta d'Asturias qui est le mouvement celtique des Esturies qui progresse. Et aujourd'hui, dans les 2 tiers des régions espagnoles, la question celtique s'ancre maintenant sur des associations de plus en plus nombreuses, qui ne sont pas seulement scientifiques, archéologiques et autres, qui sont musicales ou autres, qui sont également des mouvements qui représentent une expression, une revendication politique pour que leur culture spécifique soit prise en compte. Dans le nord du Portugal aussi. Donc on oublie souvent que le Portugal était celtique, donc, et pourtant même son nom l'est, l'origine de son nom est celtique. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui se produit aujourd'hui de façon très dynamique. Il y a un courant culturel, une renaissance culturelle qui a précédé, dans les endroits où cette culture est le plus présente, qui a précédé une expression plus politique, comme on le voit en Écosse par exemple. Dernier mot? Oui. En fait, je ne vais pas répondre à ta question. Tout simplement parce que je ne t'aime pas. Non, en fait, parce que je ne m'intéresse pas au celtisme. Non que le sujet est intéressant en soi, mais je me sens plus concerné par la celtité, l'identité celte. Le premier concept que tu as placé, c'est le fait que le celtisme est une culture. Une culture, cela s'acquiert. Une identité, cela se vit. Et moi qui suis fils des terres du Nord, qui a dans les veines le sang d'un Franc, d'un Gaulois, d'un Romain, peut-être d'un Ibère ou d'un Castillan, si j'en crois certaines de mes origines, peut-être d'un Viking égaré. Moi qui vis cet héritage celtique, je vous dis ceci, je ne suis pas de langue celte, mais on n'a pas forcément besoin d'être de langue celte, même si ça aide. Je ne suis pas de sang celte, on n'a pas besoin d'être de sang celte, même si ça peut éventuellement aider. On a simplement le besoin de ressentir dans l'héritage qui est le vôtre, cette racine, cette affinité, ce moyen de trouver un enracinement dans son passé pour avancer vers cet avenir. Et si c'est dans la ligne celtique que vous trouvez cette identité et cet enracinement, alors celte vous serez.